Oui, bonjour Mounia, bonjour Wahida, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation également. Excusez-moi, je me suis réveillée avec une extinction de voix aujourd'hui, mais ça ne m'empêchera pas de parler. Très bien, super. Et bien sûr, avec nous aussi, Wahida, bonjour. Bonjour Mounia. On aurait aimé aussi avoir quelqu'un du ministère de la Solidarité, on les a sollicités. Et bien sûr, ils n'ont pas répondu favorablement à notre invitation, ils ne sont pas présents. C'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir leur son de cloche. Et bien, ça se fera sans eux aujourd'hui et ça se fera avec vous, mesdames. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Donc Farah, j'ai envie de te tutoyer tellement depuis le temps qu'on se connaît. Oui, c'est vrai. Vous êtes passé avec nous déjà dès la première année de la l'émission Ma famille, ma vie. Vous êtes venu témoigner de la situation d'Elias, du parcours d'Elias qui était assez compliqué par rapport à sa scolarisation, à son inscription dans les écoles privées, étatiques. Ça n'a pas toujours été simple. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est toujours un petit peu difficile. Nous avons moins de pression en ce qui concerne Elias parce que il a évolué, il est passé à un palier supérieur, il est au moyen maintenant. Mais à l'époque où j'étais passée, d'ailleurs je vous remercie, c'est chez vous, c'est chez toi que nous sommes passés pour la première fois à la télévision parce que nous avions fait un communiqué de presse, on avait crié notre détresse, nous étions seuls, nous étions livrés à nous-mêmes, nous le sommes toujours. Personne ne nous aide tant qu'on ne parle pas. Oui. C'est pour ça que nous sommes passés ce jour-là, j'étais passée pour demander aux parents de s'exprimer, de dire. De s'unir et s'exprimer tous ensemble, surtout parce qu'une seule voix ne suffit pas. Et une seule voix ne suffit pas. Et puis j'avais raconté mon histoire parce qu'elle ressemblait aussi à l'histoire de toutes les mamans, tous les parents qui ont subi beaucoup d'injustices, beaucoup d'exclusions, d'une part par manque de connaissances, d'informations, de droits vis-à-vis de leurs enfants. C'est pas de leur faute d'un côté, et d'un autre côté parce qu'il y a toujours, c'est un petit peu la nature humaine, hein, on s'acharne un petit peu sur les plus faibles. Oui, malheureusement. Malheureusement. Et puis, entre-temps, donc depuis que nous sommes passés à l'émission Ma famille, ma vie, ça a bougé. On nous a vus, on nous a entendus et on nous a répondu. Au point où, en 2021, le 18 avril, le président de la République lui-même a réagi et a ordonné à son gouvernement de prendre en considération, de chercher les solutions et de faciliter. Ils ont parlé de facilitation de l'inclusion de ces enfants. Oui. Ça a été une énorme victoire. Pour nous, c'était comme le jour de l'indépendance. C'était magnifique. Et malheureusement, cette rentrée scolaire nous a renvoyé 3 ans en arrière en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir que Elias a eu ce qu'on appelle la 6e, ce qu'on appelait nous notre génération la 6e. C'était la 6e. La 5e. Il a eu sa 5e haut la main. Il a été reconnu par le personnel de l'école, par les enseignantes, par la directrice elle-même. Oui. Qui l'avait refusé au début. La première fois. Exactement. C'est la même qui l'avait refusé à l'entrée. Et je me rappelle que tu m'avais posé la question, mais pourquoi est-ce qu'elle refuse ? Parce que à l'époque où j'étais passée, nous étions dans une période transitoire où nous avions effectué le transfert d'une école à une autre. Voilà, d'une école privée à une école étatique, et elle ne voulait pas inscrire les 2 enfants, parce que le petit frère aussi. Dans l'école étatique, qui était l'école de proximité, de droit, c'est-à-dire c'est celle où nos enfants sont inscrits automatiquement. C'est la loi qui le dit. La directrice a refusé d'inscrire mes 2 enfants. Et vous m'aviez posé la question à l'époque. J'en essayais de trouver des explications. On s'est dit, bon, je ne sais pas. Eh ben, depuis lors, nous avons une explication. Et quelle est cette explication ? L'explication, c'est le harcèlement des directeurs d'école. C'est-à-dire que le directeur de l'école privée a envoyé un courrier à la directrice de l'école étatique pour lui dire que cet enfant n'est pas scolarisable, que ses parents eux-mêmes l'avaient sorti de l'école, que ce n'était pas lui qui l'avait renvoyé.
C'est un acharnement. C'est un acharnement. Mais c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que je renvoie votre enfant et en même temps, je lui ferme toutes les portes. Ça, c'est inhumain. Je suis désolée, mais c'est inhumain. C'est pas possible. Donc là, j'ai eu la réponse parce qu'on s'est dit, mais d'où ça vient? Et lui, en fait, il était en train d'envoyer des courriers aussi vers la direction. À votre insu. À notre insu, bien oui, parce qu'on savait pas c'est la guerre, quoi. Il fallait qu'il gagne la guerre. Voilà. Nous n'étions pas en guerre. On était juste des parents en détresse qui cherchions à valoir le droit de notre enfant, sachant que, parce que le problème, c'est qu'en étant des parents, on pense qu'on surestime nos enfants, que nos enfants de toute façon n'ont pas leur capacité, qu'on n'arrive pas à accepter le trouble de nos enfants, ce qui est faux. Pourquoi? Parce que si on suit le processus légal de scolarisation des enfants à besoins spécifiques, il n'y a plus on peut plus discuter. On l'a passé par le centre. D'ailleurs, je conseille toutes les mamans de commencer par le commencement, de faire les choses légalement, dans les règles de l'art, de faire confiance aux institutions, aux établissements de l'État public, parce que c'est là-bas, c'est la clé. Voilà. Ils emmènent d'abord leurs enfants, ils les évaluent pour savoir de quelle manière vont-ils être scolarisables. Voilà, mais justement, il faut se diriger, il faut connaître ses droits, il faut connaître ses parcours, il faut se rassembler avec les autres parents, il faut prendre contact avec les autres parents, c'est ce que voilà. Vous avez essayé de faire aussi en créant la fondation. C'est exactement ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame quand elle parle de deux principes essentiels. Pour nos enfants, tous les enfants, quels qu'ils soient, c'est l'autonomie et l'épanouissement. Ce sont les deux axes sur lesquels il faut toujours travailler. Par contre, là où je ne peux pas vous suivre en tant que maman d'enfants autistes. Mais justement, vous êtes là toutes les deux pour représenter chacune une frange, on va dire, les porteurs. Avec votre vécu, avec vos témoignages, vous allez nous éclairer et peut-être éclairer aussi les gens qui sont en train de nous regarder et donner des solutions ou une piste. Voilà. Une piste, tout à fait. Et puis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de belles choses qu'on peut réaliser avec nos enfants. Il y a des belles choses qui sont faisables aussi avec nos enfants. Tout à fait. Mais Madame, tout à l'heure, parlait de revenir à zéro. C'est-à-dire qu'on fournit des efforts, on se sacrifie, mais on se sacrifie, c'est un sacrifice à tous les niveaux. Et à la fin, on se retrouve toujours à revenir à zéro. Mais cependant, ce n'est pas parce qu'on revient à zéro à chaque fois qu'il ne faut pas, se battre, qu'il ne faut pas continuer à y croire. Parce que je vous dis, Mounia est au courant, chaque année, on rencontre les mêmes problèmes. Oui. Il y a les vacances, on se repose. La rentrée, c'est la guerre. Les vacances, on se repose. La rentrée, c'est la guerre. Tout à fait. Rentrée sociale, je ne parle pas que de la rentrée scolaire. Donc, dans le tas de ces enfants, tous les enfants ne sont pas scolarisables, tous les enfants ne sont pas encore prêts à une intégration dans la société ou dans l'école ou dans la crèche. Tous ne le sont pas. Mais parmi ceux-là, il y en a ceux qui le sont et qui sont rejetés arbitrairement. Ils sont rejetés à l'œil comme ça. Il y a des jugements qui sont donnés juste pour ces enfants qui ont droit. On ne peut pas baisser les bras. Tout à l'heure, Mounia avait parlé du regard du parent. Le parent croit en son enfant plus que quiconque. Même, il peut se tromper, il peut surestimer son enfant. Mais même s'il le surestime, il obtiendra des résultats. Quand on croit en quelque chose, quand on croit en quelqu'un, on le motive. Donc, il faut croire en l'enfant et motiver aussi les parents. Non pas les pousser à faire des erreurs ou bien les pousser à aller vers quelque chose qui est impossible ou bien leur demander d'aller protester ou demander des choses. Non, surtout pas.
les orienter, leur montrer les méthodes, le parcours à suivre. C'est ce que je disais au début. Il y a par rapport à la différence, on n'est pas au courant à la base. Justement. C'est pour ça qu'on commet des erreurs, nous, en tant que parents. À mon avis, il devrait être mélangé pour que tout le monde apprenne qu'on est tous des enfants ici, et c'est tout. Moi, j'ai les cheveux blonds, toi, tu as les cheveux noirs, et ainsi de suite. Lui, il est autiste, lui, il ne l'est pas, mais on est tous des enfants. C'est dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes plus pour une classe spéciale ou l'intégrer dans la classe normale? Oui, Farah, je vois que tu souris. Je suis prête à répondre à cette question parce que ce n'est pas à nous, en fait, de répondre à cette question. Moi, je peux répondre. Ce n'est pas à nous de décider. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Moi, je suis pour le mélange, pour la diversité, pour l'apprentissage, pour apprendre à nos enfants qu'il y a des enfants différents. Il faudra leur expliquer dès leur jeune âge qu'il y a tout type d'enfants. On a des enfants qui... Voilà, il faut leur expliquer dès qu'on les inscrit dans une crèche. D'ailleurs, dès que l'enfant commence à parler, on doit lui expliquer à travers des photos. Maintenant, on a tout à notre maison. On a des écrans partout, on a des téléviseurs, on a des programmes, des dessins animés. D'ailleurs, on voit en ce moment des dessins animés qui sont diversifiés. On trouve des personnes de couleur avec des cheveux raides, des cheveux bouclés, frisés. On voit de tout. Voilà. Exactement. Expliquer à nos enfants dès leur jeune âge que si je rencontre un enfant trisomique, que c'est un enfant tout comme lui, il est différent, mais je peux aller discuter avec lui, je peux aller jouer avec lui. Tout comme les parents des enfants trisomiques ou autistes, ils doivent expliquer à leurs enfants que tu vas te retrouver en classe avec un enfant aussi peut-être différent par rapport à lui, mais ça n'empêcherait pas que ça soit ton ami. Les enfants, ils connaissent pas. Exactement, c'est les parents qui guident. Voilà, même si les enfants autistes ou trisomiques n'ont pas la parole facile, les enfants, ils n'ont pas besoin de parler pour discuter ou jouer. Exactement, ils n'ont pas besoin de parler pour communiquer entre eux. C'est vrai. Exactement. Ils ont besoin d'un jouet ou d'un petit bonbon et ça fait l'affaire. Oui, quand on donne notre avis, effectivement, on est pour l'inclusion. D'ailleurs, l'inclusion fait partie du modèle de développement humain qui fait partie de toutes les règles actuelles, les règles de l'OMS. L'inclusion est la règle d'or. L'inclusion est la base, est un droit et c'est une base, comme vient de dire Wahida, c'est une thérapie pour tout le monde. Même les enfants dits ordinaires, ils s'habituent à des enfants différents. Jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, est-ce qu'on est pour ou contre les classes spéciales, les classes ordinaires, les centres? Est-ce qu'on est pour ou contre? En réalité, ce n'est pas à nous. On aurait aimé avoir une personne de la solidarité, mais ils n'ont pas répondu présent. Mais même avoir aussi... Oui. C'est les spécialistes. Oui. C'est eux qui donnent leur avis. Et puis, pas que des spécialistes. Je veux dire, il n'y a pas que le côté médical de la chose. Oui. Attention, mais justement... D'ailleurs, l'autisme, ce n'est pas l'affaire des médecins du tout. Exactement, mais justement... les intégrer dans les classes ordinaires avec les autres, c'est très bien, au contraire, c'est super. Mais est-ce que les profs sont formés justement pour pouvoir enseigner à tout le monde de la même façon? Est-ce que cet enfant pourra suivre de la même façon que les autres enfants le programme ou est-ce qu'il faudra lui aménager des horaires? Est-ce qu'il faut une AVS ou pas? Voilà, ce genre de choses. Ça dépend. Si vous permettez, j'aimerais revenir à 2 ans en arrière quand l'école a repris. Après qu'il y ait eu la coupure, la pandémie, la Covid, le confinement, etc. À la rentrée 2020-2021, donc c'est là où l'école avait repris, le ministère de l'Éducation a pris des décisions extraordinaires, mais d'une avancée incroyable, parce qu'ils avaient réaménagé le volume horaire, les programmes. Ils ont enlevé la moitié des programmes, la moitié des leçons qu'ils estimaient pas utiles, ils les ont enlevées. Et puis, il y avait moins de charges. Je veux dire, il y avait moins d'élèves. Les classes étaient aérées. Et là, ça a coïncidé avec l'instruction du président de la République, qui a été suivi après, parce que c'est vrai qu'il y a quelques enfants qui ont besoin d'être accompagnés d'AVS. Le centre psychopédagogique fait un compte rendu complet sur l'enfant avant sa scolarité et dans le compte rendu, il est écrit, mentionné si l'enfant a besoin d'une AVS ou pas. Dans le cas où il a besoin d'une AVS, c'est là
où on a encore un petit problème. Pourquoi? Parce qu'il faut la trouver soi-même, il faut la payer soi-même. Une deuxième révolution. Voilà. Une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Les parents, c'est un acquis. Oui. Le Premier ministre avait donné instruction à ce qu'on laisse les parents choisir eux-mêmes l'auxiliaire et peut-être accompagner eux-mêmes leurs enfants. Voilà. Et ça avait désengrangé un grand nombre d'enfants qui ont pu être scolarisés, avoir accès à l'école. Ça a été extraordinaire et ça a permis à beaucoup d'enfants autistes d'être acceptés, d'être connus par les enseignantes. N'avaient pas trop. Elles ont découvert un autre type d'enfant différent, mais qui pouvait très bien rester en classe, évidemment, après l'évaluation de l'enfant. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Mais le souci, c'est très bien, au contraire, avec le parent qui est là avec son enfant, c'est clair que l'enfant est différent, il est encore aussi rassuré par la présence du papa ou de la maman, ça dépend. C'est le schéma idéal, mais le souci aussi, c'est que tous les parents ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler pour être l'AVS de son enfant. Exactement. Il y a le revers de la médaille, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, mais c'est déjà un grand pas. C'est tellement un acquis important sur lequel on tient que la Fondation s'était déplacée à la fin de l'année dernière, juste avant les vacances de l'été, pour des réunions avec le ministère de l'Éducation, ensuite avec le ministère de la Solidarité, avec lesquels nous avons discuté de cette question et on leur a demandé est-ce qu'ils allaient, si c'était possible, de laisser cette instruction toujours en vigueur. On nous avait rassurés. Et non seulement ils ont laissé les mamans et les proches accompagner les enfants, mais en plus ils ont sorti une instruction cette année qui disait que les enfants qui avaient déjà une auxiliaire n'étaient pas obligés de la réinscrire, parce que c'était ça, chaque année il faut réinscrire, il faut avoir l'autorisation avec l'année, le nom de l'école. C'est pour ça qu'il faut l'inclusion, il faut justement qu'à l'école les enfants soient tous ensemble pour apprendre aux enfants dès qu'ils sont jeunes que l'autre n'est pas différent. Il est comme lui, il faut l'accepter. Et si on éduque la nouvelle génération par rapport à ça, on aura des adultes qui vont ouvrir les yeux, qui vont changer les mentalités et qui vont faire que ça va être plus facile, je pense. C'est éduquer les enfants pour accepter tout le monde. Tout à fait. On appelle ça la mise en situation. Oui. Ça, c'est la mise en situation. C'est-à-dire mettre l'enfant en situation et voir ce qui en sort de positif de son environnement et de lui-même. Oui. C'est pour ça qu'il faut leur donner leur chance, tout simplement. Donner la chance. Et là, on a affaire à des personnes peut-être qui ne sont pas sensibilisées, il y a un travail à faire, mais elles sont toujours là. Il y a des enfants à cette rentrée qui n'arrivent pas à être réintégrés dans leur classe. Parce qu'il y a toujours cette résistance, les ennemis de l'inclusion sont en train de se frotter les mains. Vous savez, moi, à l'époque où toutes les portes se fermaient, il faut le dire pour avertir les parents, ne faites confiance qu'au public, ne faites confiance qu'à l'État. Ensuite, pour le privé, effectivement, c'est une solution pour celui qui peut. Moi, je parle de ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui ont les moyens, ils se débrouillent. Ils arrivent à s'en sortir. Mais on parle de ceux qui n'ont pas les moyens. C'est la masse, c'est la grande masse, c'est ceux qui ne peuvent pas. Donc moi, quand les portes se fermaient à mon époque, ou que j'ai fermé moi-même de peur qu'on n'accepte pas mon enfant, j'avais commis des erreurs. Quand j'ai essayé, j'ai même pas tenté le public. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur, je l'avoue. D'autres portes se sont ouvertes. Vous imaginez en train de marcher dans un couloir où des portes sont fermées, j'essaie d'ouvrir, puis il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules, avec des voix qui me disent « Venez, venez ». C'était ça c'est ça. Et là, ces voix-là, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas aller. Il y a des gens qui profitent de notre détresse, etc. Donc, restez dans le cadre légal. Quand vous allez aux directions d'éducation ou bien à la DAS, on vous informe. On n'est pas là pour vous rejeter. Allez-y, n'ayez pas peur. Il faut aller se renseigner, il faut aller demander.
Il faut chercher les droits qu'on a, il faut les connaître, les droits, connaître les droits des enfants pour pouvoir... Il faut chercher à se renseigner. Et puis, voilà, et puis il n'y a pas de souci, on est là, les médias sont là pour sensibiliser. Et, voilà. Et c'est bien aussi de s'organiser en association. Vous avez créé la fondation, Elias, justement, pour aider aussi les parents. La fondation, son rôle, justement, c'est d'aider sans contrepartie, sans condition d'adhésion. C'est ça la fondation. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont besoin de la fondation est là pour eux. Et ceux qui n'osent pas aller se déplacer pour poser des questions, ils peuvent se connecter à notre page, à nos pages dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Posez toutes vos questions. On vous répondra. On vous orientera. Et pour que les choses soient un petit peu plus faciles et pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que nous, pour qu'ils ne baissent pas les bras alors qu'ils sont dans leurs droits. Il y a plein de personnes qui souffrent que ce soit d'autisme. On a remarqué ces dernières années aussi beaucoup d'enfants porteurs de trisomie 21 qui sont dans le cinéma. Voilà, exactement, dans le cinéma. Et récemment, il y a eu un grand mannequin qui a signé aux États-Unis pour une grande marque. Donc, elle va faire dorénavant des défilés de mode. Il y a aussi des acteurs, il y a des entrepreneurs aussi. Elle n'est pas belle la vie, avec des enfants hors du commun. Non, justement, la Tipeee enrichit l'humanité. Voilà, exactement. La différence, c'est ça. Alors, on a un appel, désolée de vous interrompre, on a un appel de Hayat. Hayat, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Wallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, عندك وليدك, c'est ça? نعم. ايه؟ راك تعيط لنا من المنيعة. alors عندك وليدك اللي كان يقرا. نعم. اوتيست. نعم. ايه؟ وحكي لنا كيفاش دخل المسيد، كان في المسيد تاع الدولة ولا بريفي، كيفاش درتي معاه؟ رحت ماركيتو العام اللي فات عادي كيما دراري. قبلوه لي ودخلوه. تري بيان. ومن بعد كي وصل وقت الامتحان. ودوكا مازالوا يقراو ولا كيفاش دوكا؟ لا، هذا العام حبسوه وجهوه للبيداغوجي. جاو اللي شافوا لي وهو كي في القسم ما يتحركش، المهم ما يضربش، ماشي عنيف. عنده توحد متوسط هو. داكوغ. صافيك هذا العام في المسيد قالوا لك ما نحكموش. ما نحكموش. داكوغ. وين وجهوه؟ في الفصل. نعم. وين وجهوه؟ وجهوه للمركز البيداغوجي. فوالا داكوغ. وحنا هنايا في المركز البيداغوجي كاين اكتظاظ. يقول لك استنى الدور سما حتى يوصل. سورشارج دي كلاس. داكوغ. وهو ديجا راهو من 2017 ماركي عندهم في البيداغوجي، بصح ما كاش بلاصه. La rentrée, quand on avait enlevé les mesures barrières, nous, on aurait voulu leur demander de laisser la réorganisation pédagogique telle qu'elle était. Oui. C'était plus facile. Voilà, ou bien de la faire avec transition, ne pas aller comme ça dans brutalement. Ça a été remis brutalement, ça a remis en cause beaucoup d'enfants. L'éclusion en elle-même, elle a été remise en cause. Et ça, c'est à cause du nombre d'enfants par classe. Surcharge de classe, oui. Et du programme qui est chargé, parce qu'on a oublié un détail, on est en train d'en parler, mais il faut en parler. Oui. C'est que ceux qui ont passé 2 ans avec le régime exceptionnel. Oui, avec un programme allégé. 2 ans d'études avec un programme allégé. Maintenant, ils sont passés à un palier supérieur, un niveau supérieur, avec le programme qui a doublé, le volume horaire qui a triplé. Oui. Et la surcharge de nombre d'enfants en classe. Ça a été trop brutal. Peut-être qu'il fallait un petit peu y aller doucement voilà, progressivement peut-être. Oui. Donc, vous voyez, là c'est bien parce que l'école ne l'a pas renvoyé. Elle l'a réorienté pour qu'il ne reste pas à l'extérieur, dehors, à la maison. Votre enfant vous a donné une nouvelle vie, tout comme pour toi. Beaucoup de monde, comme beaucoup de mamans qui se sont complètement réorientées. Ça fait ressortir le meilleur de vous. Oui. Là, j'ai juste le temps de vous remercier. Merci beaucoup, mesdames. Docteur Samia Lamara, psychologue, et Madame Farah Assid, présidente de l'association Fondation Elias. Oui, rapidement. C'est l'Octobre Rose. Oui. On vient de voir que c'est les mamans qui se sacrifient pour leurs enfants. Oui. Nos enfants ont besoin de nous.
allez vous dépister, vous tapez #Octobre Rose partout sur les réseaux sociaux et vous trouverez des caravanes gratuites pour les dépistages. Exactement, c'est très important. Il faut le faire pour vos enfants surtout. Voilà. Merci Farah, merci beaucoup. Merci Samia, merci à vous. Vous faites partie de la famille et c'était un plaisir de vous avoir. Et j'en ai des émotions. Merci Wahida. Et puis à demain, on parlera de dépression saisonnière. C'est pour ça qu'on parlait de beau temps. Au revoir.